Yo. Bon, j'ai été jusqu'à 6 heures du mat hier soir parce que nous avons à mener cette veille informationnelle de ce moment particulièrement décisif, et donc ça se passe dans le détail des sous-textes, hein, le diable est dans les détails, hein, vous le savez bien. Et donc on va, comme promis, parler du cas Hollande. Du cas Hollande, ouais. Parce que c'est le révélateur ultime de toute cette pantalonnade organisée, préméditée, qui cherche à détruire la démocratie. On va s'y arrêter. Alors, je vais faire référence à son intervention chez Quotidien, hein, et on va relever tout de suite le fait que cette interview commence par un mensonge introductif, ni plus ni moins, déjà. Donc c'est déjà la signature toujours permanente de cette signature comportementale de perversité que je n'ai de cesse de vous analyser, d'écrire. Parce que ça commence déjà dès la première phrase de Barthès. Monsieur Hollande, vous ne vous êtes pas exprimé, vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer sur la situation, donc là. Déjà c'est faux parce que du coup il s'est entretenu à l'hebdo, donc c'est faux. Et donc déjà ça met la puce à l'oreille, quoi. En plus, du point de vue de l'analyse critique du mode opératoire encore à l'œuvre, non seulement c'est pervers et mensonger, mais le ressort c'est du coup la transchronologie, puisque c'est une chronologie fausse. Et ça continue de mettre la puce à l'oreille pour des gens un peu affûtés, dont j'ai la prétention égomaniaque de me revendiquer. Parce que moi j'étudiais de très près les brevets les plus mis de côté par les corruptions les plus combattues par les véritables souverainistes, hein. C'est le cas par exemple entre Chirac et Chaban-Delmas. Je rappelle que Chaban-Delmas a tout fait pour faire détruire et laisser pourrir les résultats incroyables des travaux d'Antoine Prioret, hein. Donc c'est pas seulement le personnel politique, c'est ce que la systémique politique permet de continuer d'essayer de détruire de la manifestation du génie populaire et technique français, hein. Il y a le champ politique, et puis il y a le champ encore plus réel que le politique, c'est le champ du réel, hein. Le fameux déterminisme historique matérialiste, hein, hégélo-marxiste, hein. Il y a un moment, l'histoire est faite de réalité aussi. Et donc, ça met la puce à l'oreille, pourquoi? Parce que donc dans toute cette pléthore de technologies sciemment écartées par un agenda occulte, donc quand on étudie de près les couplages des manifères transmetteurs de Tesla, vous êtes obligé de retoucher les équations de Maxwell pour expliquer la quantité d'énergie localement produite. Et donc le facteur sur lequel vous devez jouer, hein, vous finissez par donc coupler les équations de Maxwell et les équations des joules, hein, pour expliquer la quantification, la pondération finale d'énergie générable possible, puisqu'elle ne colle pas au principe de l'électricité conventionnelle dans ces configurations-là. Et donc vous passez forcément par la formule des joules, hein, donc J égale CV carré par Hertz, et donc vous retombez forcément sur un facteur temps qui semble être la porte d'amélioration de l'écriture des équations, seule susceptible de pouvoir expliquer la réaction que vous observez. Et donc il y a cette question de transtemporalité qui du coup vous sidère, vous désarçonne, vous déstabilise, quoi. Mais c'est encore plus intéressant lorsque vous avez compris cette clé de compréhension, vous relisez le véritable contenu des héritages traditionnels. Parce qu'à ce moment-là, c'est aussi la figure du rôle de l'Arche d'Alliance dans la Bible que vous questionnez. L'Arche d'Alliance, plusieurs physiciens extrêmement pointus ont travaillé dessus, hein. John Hutchinson, par exemple, celui qui a redécouvert les phénomènes de découplage inertiel des objets lors de leur mise en résonance via certains régimes impulsionnels à la base par des anciennes radios militaires, hein, c'est ce qu'il expérimentait dans son labo, et donc il finit par pouvoir faire résonner des objets qui finissent par se découpler en fait du référentiel gravitationnel terrestre. Vous n'êtes pas sans savoir que la Terre tourne sur elle-même à plus de 11 000 km/h, et donc exerce en permanence une force centrifuge, hein, du centre vers l'espace, et que donc un peu comme lorsque vous regardez par exemple les vidéos de grandes marques de boissons, de jus de testicules de taureau donnés à des riders, hein, des pratiquants des sports de glisse, eh bien vous voyez que lorsque les modules sont sur des véhicules en mouvement, eh bien ils sont couplés inertiellement avec le mouvement préexistant du véhicule. Donc
ils ne restent pas en l'air le temps que le véhicule tombe. Ils sont couplés inertiellement. Il y a une part des différents vecteurs de direction des forces de mouvement qui les animent, qui sont couplés à celles du véhicule. Bah, c'est pareil avec ces objets en fait. Et ce que Chinson démontre avec ses travaux, c'est que lorsqu'il modifie les régimes impulsionnels électro-atmosphériques locaux, eh bien ces objets interagissent avec ce champ, se mettent à résonner eux-mêmes, à vibrer, et cette vibration en fait les découple du référentiel inertiel préexistant de la planète, donc leur vitesse inertielle propre est différente de celle du référentiel, et donc hop, ils commencent à avoir leur propre mouvement dans l'espace, quoi. On croit que c'est de l'antigravitation, mais non, c'est du découplage inertiel terrestre. Et c'est particulièrement intéressant physiquement. Ensuite, on l'applique au récit de ce qui est décrit dans les épisodes concernant l'Arche d'Alliance dans la Bible, parce que ça continue d'être troublant. Donc c'était déjà un objet que seul un ordre très précis d'initiés ordinés pouvait approcher, et avec tout un tas de protocoles, notamment s'enduire d'angon, etc., soi-disant d'être pur par Dieu, blablabla. Donc peut-être l'absence de métaux lourds dans leur corps, enfin bon, tout un tas de questions particulièrement intéressantes du point de vue physique. Et sous peine de mourir foudroyé en fait, donc de devenir les connecteurs au sol d'une action de décharge en fait d'un différentiel de charge et donc de se faire électrocuter quoi. En plus, c'était un dispositif à travers lequel la voix du divin s'exprimait. Et ça, il y a des configurations de bobines Tesla qui fonctionnent parfaitement comme des haut-parleurs. C'est-à-dire que l'éclair qui claque à la pointe, à l'effet de pointe, fonctionne comme un haut-parleur. Ça, c'est par exemple Eric Dollard qui l'a montré très bien. Et donc, vous avez déjà plusieurs de ces éléments qui vous mettent la puce à l'oreille. Hein. Et enfin, l'Arche d'Alliance a été tournée 7 fois autour des murs des remparts de Jéricho avant que cela ne s'effondre. Et donc là, on se pose vraiment la question. C'est-à-dire, si il existe bel et bien une physique qui concerne les états d'énergie dématérialisés sous une certaine forme, susceptible d'être interactible avec une transtemporalité, l'épisode de l'effondrement des remparts de Jéricho lié à l'Arche d'Alliance est vraiment particulièrement troublant parce que il peut tout à fait s'agir, hypothétiquement, analytiquement, de la description de l'emploi d'un dispositif susceptible donc de récupérer et d'exploiter du signal informationnel potentiellement transtemporel, susceptible de délivrer des informations davantage du coup géostratégiques, informationnelles, et donc de permettre d'en organiser les déploiements de dispositifs tactiques, opérationnels, géographiques, locaux. Et potentiellement, on peut se demander si cet épisode ne relate pas à la fois la transmission de relevés topologiques précis et le fait que ces informations-là aient servi à pouvoir transtemporellement bénéficier du coup de l'exploitation d'une impulsion générée peut-être d'un moment différent dans le temps et l'espace, d'impulsion gravitationnelle finissant par générer des ondes mécaniques locales ayant produit cet effondrement. C'est une question particulièrement intéressante. Parce que en cela, elle nous révèle comment le continuum de l'histoire peut être faussé à partir du moment où certaines factions disposent d'un niveau de développement technologique tel qu'elle s'en sert pour simuler la perception du réel de ses ennemis et donc de s'en servir comme un avantage offensif. Et c'est particulièrement intéressant de questionner avec ce niveau de lecture-là les textes anciens, parce que peut-être que c'est à ce moment-là qu'on les comprend vraiment. Et donc, pour en revenir à nos moutons, eh bien, déjà, ce sont des choses qui mettent la puce à l'oreille, quoi. Ensuite, pourquoi est-ce que le système ressort Hollande maintenant? Je veux dire, il n'est pas en exercice, il n'a pas prétention
à penser à la présidentielle, mais redevient dans le champ politique dès qu'il s'agit de détruire la FI, hein. C'est-à-dire la mise en scène de ces rancœurs personnelles sert au système de représentativité contrainte du réel de chamboule tout pour devenir un levier d'obstruction à l'expression naturelle de la démocratie, hein. Je n'ai de cesse de démontrer analytiquement, hein, le fait que il est tout à fait factuel que l'AFI est la formation qui recueille la majorité des suffrages dès que l'hyperabstention s'effondre, donc la véritable démocratie directe, euh, et que analytiquement, nous pouvons parfaitement dire aussi aujourd'hui que la majorité absolue présente est dans les suffrages s'étendant du RN à l'AFI. Le RN n'est absolument pas ma famille politique parce que dans mon raisonnement analytique le plus personnel, le RN ne recueille qu'un vote de contestation et non pas un vote d'adhésion, et qu'il est l'ultime chimère d'un système d'organisation d'une fausse représentativité politique des opinions, qui en cela est donc forcément, en réalité, de par sa nature de fac-similé, en réalité un obstacle à la République, avant même la démocratie, puisque ça ne peut pas être le bien commun, puisque c'en est une imitation perverse. Donc ça, c'est mon raisonnement le plus personnel, mais c'est une opinion analytique. Euh, et donc, Hollande sert dans cette configuration-là, précisément, à ça. Et donc, c'est particulièrement intéressant de relever dans le sous-texte comment les apories langagières révèlent des états psychologiques qui questionnent particulièrement. Parce que vous allez voir qu'il apparaît le champ lexical de la tentative de mise en scène de l'analogie narcotrafiquante, et que donc on est vraiment dans un déploiement d'une rhétorique pour manipuler l'opinion, de la figure, de l'emploi public, de la figure des barons, comme l'espèce de tentative de jeunisme de ce que serait la modernité contemporaine, alors que en fait on parle clairement de corruption en fait, du coup, enfin je veux dire. Et donc, eh ben faisons-le. Alors, dans les timecodes, donc on est aux alentours de 0,34, et donc la question c'est une crise qui peut déboucher sur un manquement démocratique. Alors déjà, la rhétorique est pas géniale. Je veux dire, une crise qui peut déboucher. Je préfère avoir une élégie de la chose intellectuelle, de l'effort de construction politique et de penser l'avenir de nos existences un petit peu plus loin que celui des canalisations. Ce serait quand même souhaitable, notamment des canalisations humaines, parce que vous allez voir que dans la suite, en fait, si on fait vraiment l'analyse de la texture psycholinguistique de la rhétorique à l'œuvre, on est vraiment quand même en train de patauger dans, comme le dit Manoni, les égouts de la pensée. Enfin, je veux dire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à Manoni que strictement sociologiquement, dans ce cas-là, dans ses travaux, c'est pas le fascisme qui commence par le langage. En l'occurrence, c'est le nazisme. Le fascisme, c'est en Italie, mec. Donc, je veux pas pousser Pépé dans les orties, mais faut pas tout confondre, en fait, c'est important. Parce que on va pas vivre éternellement en 8833, tu vois ce que je veux dire. On est en 2025, nous, notre génération, elle a rien à voir avec la déportation, déjà, tu vois. Par contre, le génocide actuel, il est à Gaza. Et Gaza, c'est les racines chrétiennes de la France. Donc, le problème dans le national-socialisme, bah visiblement c'est le socialisme en fait. Donc je veux dire, Marx et Engels l'avaient déjà décrit depuis longtemps, hein, comme voulant faire du social sans faire de tort au capital, du coup ne parvient systématiquement ni à l'un ni à l'autre, hein. Bon bah c'est exactement ce qui se passe avec Hollande, je veux dire. Donc oui,
y a un problème avec l'autoritarisation du langage. Hein, c'est particulièrement pertinent d'essayer d'observer comment les TOC, hein, les troubles obsessionnels compulsifs, sont des signatures psychocomportementales et leur interaction dans le langage, hein, lorsque poussés à leur paroxystisation. Hein, de ce que je comprends de tes travaux, c'est ce que tu veux démontrer vertueusement au commun de l'état psychologique d'Hitler, et c'est particulièrement intéressant. Mais du coup, si c'est pour arriver sur un non-sens, ça marche pas. C'est pas le fascisme qui commence par le langage, en fait. C'est déjà, dans le cas d'Hitler, c'est le nazisme, et donc ce que tu veux dire en substance, en réalité, hein, c'est que ce sont la reproductivité des sévices corporels qui détruisent la politique. C'est plutôt ça que j'observe dans la conclusion finale de tes travaux. Oui, tout à fait. C'est d'où l'intérêt de la psychosystémique analytique, de comprendre quels sont les affects qui muent les profondeurs des impensés, qui sont les réels dangers. Et là, on se rejoint parfaitement. Donc, faisons-le pour Hollande. Et donc, déjà, ça commence à répondre à la question par le fait de positionner la situation dans le fait c'est une crise, c'est une crise, c'est une crise, c'est une crise. Oui, mais le problème c'est que la crise, elle est initiée systématiquement par le capital. Le capital ne vit que de crises systématiques. Je n'ai pas pour projet de parler à la place des Palestiniens, parce que je trouverais ça indécent. Et je suis très heureux de voir que j'ai bien fait de laisser la nuit passer avant de réagir aussi vite, parce que ça permet de participer à la convergence des attentes réelles des Français. Et donc je suis particulièrement heureux du dernier entretien de Rima Hassan chez Blast, parce qu'elle s'en est notre voix franco-palestinienne la plus légitime, et sur tous les plans. Et vraiment, c'est un bonheur de voir que la convergence des luttes s'opère véritablement, parce que dans mon cas personnel, si vous saviez depuis combien d'années je les porte, et je vous assure que dans l'époque dans laquelle on est, c'est très facile d'essayer d'invisibiliser les gens de bonne foi. Donc déjà, on peut rappeler que si on se base par exemple sur les travaux je vais manger son nom, de Martin Armstrong, on observe que la financiarisation supranationale organise en fait des épicycles de variation des fiscalités susceptibles de déclencher alternance de périodes de crise et de jubilé. Et on observe la corrélation historique directe avec le fait qu'effectivement la première oppression de Palestine est un mandat britannique. Donc du point de vue de la lutte intrinsèque contre le suprémacisme colonial, et non pas seulement les fascismes et les nazismes, oui, Rima Hassan a parfaitement raison. Bien plus que les obsédés de la transposition pseudo-historique systématique de l'obsession d'avoir à combattre le nazisme. Mais les nazis en France sont largement minoritaires. Hein. Le problème du racisme, du suprémacisme dépasse largement la question nazie. C'est la question du rapport autoritariste entre l'organisation communaliste et l'organisation de capitalisme de silo. Hein, la figure archétypale du donjon médiéval de laquelle toutes les rhétoriques fascistes s'inspirent, avec la confusion, comme je le démontrais dans la vidéo précédente, entre la lumière et le flambeau, sont concernés par cette dichotomie. Donc l'hérédité en fait de l'obsessionnalité de la reproduction des troubles comportementaux reproductifs qui altèrent le politique par l'altération du langage vient d'imaginaires encore plus profonds que ceux des industrialisations de la violence. C'est une racine bien plus profonde. Et donc, restons concentrés. Donc la réponse c'est une crise qui peut déboucher sur c'est une crise qui a déjà des conséquences économiques financières. Donc vous voyez ce jeu de transposition transtemporelle. Oui, mais si elle l'a déjà, François,
c'est avant tout parce que ton gouvernement a échoué, en fait, à porter le courage de ce qu'il fallait, c'est-à-dire contraindre les grands argentiers à respecter les droits. C'est une crise qui accentue la défiance entre les Français et leurs représentants. Mais c'est pas la crise qui accentue la défiance, c'est la négation de la démocratie qui est la crise. Donc, le meilleur moyen de répondre à des fausses questions, c'est encore d'éviter les fausses réponses. Ou alors, faut pas s'étonner d'effondrer un parti pesant plus de 42% à moins de 1,75, je veux dire. Et tout cela en combien de temps? Bref. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est cette espèce de sous-texte de petites tentatives de psychologisation de Hollande sur le tard, de l'état psycho-affectif d'instrument humain d'Emmanuel Macron. Encore plus douloureuse, qui donne une image de la France dans le monde qui est particulièrement humiliante. Humiliante de voir qu'un président est contesté dans son propre camp jusqu'à lui demander de démissionner. On est toujours dans cette rhétorique proche de la canalisation de la pensée. Je reste poli. Humiliante d'avoir une succession de premiers ministres, et donc à une 10, et là, un premier ministre, quelle que soit sa sincérité, qui ne va pas durer plus de quelques jours. Alors en plus, psychocomportementalement, on voit qu'au moment où Hollande essaie de dérouler ces moments, son corps devient vraiment particulièrement entrave au fait de pouvoir le dire de façon souveraine, de façon pleinement légitime à poser le diagnostic véritable. Donc on voit que Hollande est pris dans des craintes, que Hollande est pris dans des inquiétudes profondes de sa propre personne. On en voit sa réponse physique directe. Hein. Il rejoint de plus en plus l'état catatonique que je reprochais à Finkielkraut. Hein. Faut faire attention à ça. Et donc, ça a tendance à nous mettre la puce à l'oreille sur euh, l'effet véritable de l'entretien de ce déni de culpabilité. Et on voit qu'il essaie de le dire à demi-mot. Hein. Plus tard, il parlera de préoccupations strictement partisanes. Hein. Si on prête vraiment bien l'oreille, on peut entendre le double sens permanent hein, du grand bal, de la dégénérescence des mœurs. Je veux dire, Hitler était concerné par ça. Hein. On sait très bien que 3 de ses ex ont tenté de se suicider, soi-disant tellement ses pratiques sexuelles étaient infamantes. Hein, je veux dire. Et d'une manière générale, on peut s'interroger sur la nature véritable des rituels pratiqués au château de Welsbourg. Bon, je laisse les vraiment connaisseurs pointus de l'histoire en tirer les conséquences, mais il est assez évident qu'il y a un problème de fusion, de rapport des phénoménologies de fusion identitaire, pratique des psychotropes à haute intensité. Hein, l'intégralité des gouvernements nazis étaient des toxicomanes, hein, à la morphine, à l'alcool, à l'héroïne, enfin bref. C'est donc les 2 bouquins, L'extase totale de Norman Ohler et Le pouvoir sur ordonnance, hein, chez Odile Jacob, et donc on voit comment, en réalité, les causes plus souterraines d'instrumentalisation des fausses représentativités par le capital fonctionnent sur des systèmes d'emprise sur des individus qui leur servent de marionnettes humaines. Mais que c'est la capacité à pouvoir produire tous ces conditionnements-là qui préconfigurent, comme je disais précédemment, leur propre incontinence à leur propre compulsionnalité, qui en fait des exploitationnalités tout à fait anticipables, qui ensuite sont disposées dans le système pour court-circuiter la démocratie en organisant systématiquement sa fausse représentation, puisque ce sont des gens qui ont des backdoors. Ce sont des marionnettes à cheval de Troie, psycho-comportementalement parlant. Et donc, on voit que là, c'est ce que Hollande ressent dans cette difficulté à formuler clairement, courageusement la chose. Parce qu'il sait très bien qu'il sera attendu au tournant dans la responsabilité d'avoir entraîné la France et l'image de la France par ces cercles-là dans les complicités de génocide. Mais du coup, c'est vouloir faire obstruction à l'histoire. Donc,
je suis heureux qu'il arrive à le dire et qu'il essaie de participer à la chose. Mais nous n'avons pas à nous censurer, nous, de constater à l'analyse qu'effectivement, il semble bel et bien que ce soit, du coup, l'observation de la confirmation de nos analyses. Alors, donc il y a une 10. Donc on est toujours dans le développé de la nature humiliante de la crise selon Hollande. Humiliante de voir dans la majorité, ou ce qui restait de la majorité, des conflits de ressources pour des causes qui ne sont que justement partisanes. Donc, en sous-texte, on entend vraiment bien quand même la tentative d'évocation des rapports entre l'auto-entretien dans des cercles de pratique de sévices corporels de nature peut-être sexuelle et la fusion identitaire en résultant qui ne confine qu'à l'orgueil et à une perte d'envergure de la perception du rôle du politique, de l'intérêt général dans l'exercice des mandats. Si je comprends bien, c'est ce qu'essaye de dire Hollande. Et que je crois qu'il est temps qu'il y ait une prise de conscience. Elle est intervenue déjà, j'espère. Mais, c'est là où on a toujours toute cette double pensée systématique, là. En tout cas, une prise de décision. Et ce soir, j'attendais des décisions. Donc, on voit comment Hollande essaie d'intervenir publiquement dans sa recherche de position d'influence en essayant d'activer l'image du père euh, euh, subtil, essayant de susciter la recherche de un au-delà de soi supplémentaire, d'un volontaire d'être inducteur d'un effet de maturation de l'interlocuteur visé, de saut de maturité. Et donc, en quoi c'est une crise? C'est pas c'est une crise, c'est une personne en souffrance est en train d'imposer une crise à la France. Donc vers 2-10. Je pense qu'il a dû transmettre au président, donc c'est à propos de Le Cornu, je pense qu'il a dû transmettre au président de la République, en tout cas il l'a dit clairement, ce qu'il en coulait comme décision. Alors là, j'étais obligé de vous la relever parce que c'est étymologiquement inexact. C'est pas une formule normale. On ne dit pas ce qu'il en coulait comme décision. La formule exacte, c'est ce qu'il en découlerait. Donc là, c'est un lapsus. Et malheureusement, on voit bien comment ça trahit l'arrière-pensée de Monsieur Hollande sur la thermodynamique des fluides à l'œuvre. Donc, je veux dire, je pense pas qu'on soit en train de parler d'alcoolisme. Donc, vous voyez comment en plus ça résonne avec le jeu des patronymes et le fait de critiquer cette systémique d'emploi à usage unique des personnes, hein, qui a l'air de subversivement tenter de parler d'employer des esclaves sexuels comme des chaussettes, fourni à l'infini par une systémique de complaisance avec un système d'exploitation sexuelle des individus en fait. Donc en sous-texte là, de quoi est réellement en train de nous parler Monsieur Hollande? De sa connaissance parfaite du fait qu'à la tête de l'État était placée une secte basée sur l'exploitation d'esclaves sexuels infantiles. Donc c'est pour ça que je voulais quand même relever la nature de ce qui est dit en place publique, où à travers les beaux habillages de l'organisation des systémiques des effets d'hypnose, on voit très bien quand même que c'est la teneur psycholinguistique à l'œuvre. Hein, c'est celle-là et pas une autre. C'est pas moi qui l'invente, je ne fais que citer les propos. Hein, je ne désire pas